quand si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Et moi, j'essaierai de résumer les questions et de les poser à la personne qui a fait l'exposé sur le sujet ou à tout le monde et celle qui veut pouvoir répondre. Donc, on va accueillir Isabelle Le Chromiostec. Voilà. Après, qui est-ce qui va parler? Après, je sais, c'est Mifa. Elle est où, Mifa? Elle est là. Alors, il faudrait que vous remettiez votre micro. Après, c'est Sarah. Voilà, Sarah Hervé. Après, c'est Claire Hilla qui est partie, je ne sais pas où. Claire, c'est où? Voilà. Après, il y a Marion Vallat. Où elle est, Marion? OK. Et après, il y a Clément Onis. Voilà, nous faire tous un retour ce qui s'est passé. Donc, je partage mon écran et ils ont fait un super PowerPoint. C'est vraiment génial. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Est-ce que tout le monde entend bien? C'est bon? OK. Alors. Donc, Isabelle, on te laisse la parole. Ah. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui. OK, vous nous entendez. Bon, du coup, Véronique nous a remercié, mais nous aussi, on remercie Véronique, Marine, l'APD de nous avoir invités pour ce retour sur Montréal. C'est vrai qu'on était une petite délégation française, ils étaient très contents de nous voir arriver. Donc, congrès organisé conjointement sur le bégaiement et le bredouillement, organisé par l'IFA, ainsi que par l'ISA, ABC. Donc, je veux bien que tu avances un petit peu, Véronique, puisque toutes les associations, bon là, c'est effectivement le logo qu'on a tous vu pour le congrès, et celle d'après, où on voit qui était le programme, où on voit toutes les associations en bas. Donc, pas seulement l'IFA, mais aussi l'ABC, l'ICA pour le bredouillement, l'ABC qui est l'association québécoise du bégaiement et CSA, l'association canadienne. Alors, comme je disais, ils nous ont vraiment très bien accueillis. Ils étaient étonnés d'ailleurs qu'on vienne de si loin. Ça a été un congrès extrêmement riche, tant dans le nombre des communications, des sessions que dans leur contenu. On avait une communication en salle plénière qui était traduite en français, mais il y avait simultanément 4 ou 5 communications non traduites. Alors effectivement, on n'a pas forcément tous vu exactement la même chose. On a fait des choix, bien évidemment, dans ce programme très dense, bien qu'il y ait eu des absents liés au Covid, mais il y avait quand même beaucoup de monde et on va vous faire part surtout de nos ressentis, des points forts du congrès, en tout cas ceux qu'on a pu nous voir ou sélectionner. Je veux bien que tu avances, Véronique. Voilà, donc alors il y aura effectivement probablement une publication des actes du congrès. J'ai posé la question, mais on n'a pas encore, je pense. Véronique, tu es au courant, toi? Non, je ne sais pas. Bon, enfin, on espère. Alors, on peut dire, je veux bien la suivante, s'il te plaît. Oui, je fais partie du congrès organisateur de l'IFA et à l'IFA, par contre, on va organiser des conférences. Voilà, en même temps, je l'annonce. D'accord. Voilà, donc ce qui est ressorti de façon vraiment unanime, c'est l'acceptation, même si des techniques, bien sûr, ont été évoquées, comme le 2G2A, présenté par Marion. Marion nous l'a présenté en chair et en os là-bas. Et là, ce soir, c'est un retour direct. Donc, on a beaucoup de chance. Nous, on ne va faire que rapporter ce qu'on a entendu. Voilà, donc, voilà, nous y sommes donc allés les 6. Il y avait d'autres personnes d'ailleurs, mais bon, en tout cas, voilà. La suite, je veux bien, Véronique. Voilà, alors moi, j'ai décidé de vous parler surtout de ce petit bouquin, Bégayer, c'est cool, qui nous a été offert en arrivant et que j'utilise déjà beaucoup dans les séances en individuel et aussi en groupe, parce que Daniele Rossi est quelqu'un qui a
qu'il est gay et qui a vraiment une... Ouais. Et vous nous entendez? Parce qu'apparemment, il y a un message qui dit que ça ne marche pas très bien. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui. Ah ben non, c'est moins bien. Nous, on vous entend. On vous entend, mais là Oui, moi, j'entends bien. Bon. Donc, pour revenir à bégayer, c'est cool. Ah non, c'était mieux tout à l'heure, Isabelle. On a bien fait pourtant. J'ai juste... Là, c'est comment? Ouais, ça va. Ça va? Bon. Désolée, on a beaucoup de problèmes techniques ce soir, mais on va quand même y arriver. Oui, donc Daniele Rossi, qui est de Toronto, et il a publié ce livre en 2013, et c'est Geneviève Lamoureux qui l'a traduit en 2019, si je ne me trompe pas. Geneviève Lamoureux, qui est une des deux protagonistes du podcast. Je suis un podcast dont Mifa va nous parler tout à l'heure. Je pense que pas mal d'entre vous maintenant le connaissent. Les bien connus orthophonistes, mais aussi des patients, puisque nous, on a beaucoup de patients qui écoutent maintenant très régulièrement. Je crois qu'il y en a un qui est sorti il y a peu de temps d'ailleurs. Donc, Daniele Rossi, il est BDiste, comme on dit, ou auteur de bande dessinée. Dans la vie, il est stratège numérique et il est aussi réalisateur de balado. Le balado, c'est le mot canadien du podcast. Il bégaye depuis qu'il est tout petit, puisqu'il avait 4 ans, mais c'est à 30 ans seulement qu'il a rencontré d'autres personnes qui bégayent, et c'est là que la vie a vraiment changé pour lui et qu'il a cessé de se cacher en permanence de son bégaiement. Donc, il raconte ses expériences dans ce petit livre et il donne des conseils pour briser sa carapace, dont un des conseils le plus, je dirais, le conseil majeur du livre, c'est bégayer ouvertement. Que ce soit lors d'une présentation, d'une entrevue professionnelle ou d'un rendez-vous amoureux. Et dans ce livre, il y a donc beaucoup de bandes dessinées, mais pas que. C'est extrêmement drôle. Il y a un petit personnage qu'il a créé, que vous voyez sur la couverture, qui s'appelle Frankie Banky, et qu'il anime tout au long de ce livre. Et moi, je trouve que c'est une vraie mine, vraiment, parce que... comme je vous disais, on peut l'utiliser beaucoup. Alors, il décrit dans sa boîte à outils du bégaiement le merveilleux monde de la désensibilisation. Il l'appelle comme ça, le merveilleux monde. Et où il parle aussi des avantages d'annoncer son bégaiement. Il parle du bégaiement volontaire aussi, de l'utilité des techniques orthophoniques, tout en disant que, oui, bien sûr, c'est pas magique, mais ça va quand même bien aider à contrôler sa parole. Et pour lui, au fil du temps, parler de son bégaiement lui permettra d'arborer élégamment cette différence. Pour lui, bégayer, expliquer ce qui se passe, puis passer à autre chose, c'est génial. Il dit « Je suis sérieux, tout le monde se fiche du bégaiement ». Alors, selon Jean-François Leblanc, qui est le président de l'ABC, il dit quand même, bon, loin de lui l'idée de faire l'éloge du bégaiement, mais il fait partie de ces personnes qui bégayent et qui ont su, au fil des années, apprivoiser leurs conditions. Et il souligne qu'il a voulu faire appel au registre de l'humour pour parler de cette condition en toute décontraction et pour mettre en valeur les personnes comme lui. Et en s'appuyant sur son expérience, il souhaite vraiment démystifier le bégaiement en prodiguant des conseils sur sa façon de vivre au quotidien sans avoir aucun complexe ni ressentiment. Et il élargit même ses conseils aux personnes non bègues pour les aider à interagir avec les personnes qui bégayent. Voilà, donc c'est un nouveau support que moi j'utilise vraiment, et quand je le montre aux patients, ils le prennent en photo, ils ont tous envie de se le procurer. Et il est possible qu'au colloque en mars 2023, on en ait d'ailleurs à proposer en diffusion. C'est en discussion. Voilà, mais écoutez, je vais passer la parole à Mifa, qui va aller se présenter. Voilà, bonsoir. Donc moi, je vais vous parler du podcast de Geneviève et Pardon, désolée, en fait, le fait de pas manipuler moi-même le PowerPoint, je voulais quand même vous montrer deux extraits du livre.
Désolée, Nifa. Effectivement, cette espèce de fleur ou de noix entourée de rayons, donc on présente aux patients cette possibilité de travailler sur eux en montrant bien qu'on ne se construit pas seulement avec son bégaiement. Je suis bien plus que cela. Alors, je ne sais pas si c'est visible, mais l'idée, c'est effectivement d'écrire ce qu'on aime, ce que l'on est, ou pourquoi pas ce qu'on n'aime pas. Alors, il donne comme exemple, je suis fou des chats, je suis créateur de bandes dessinées, je suis intéressé par l'art, je suis aventurier. C'est aussi varié que ça. Et tout en dessous, je bégaye. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant avec les patients. La suivante, s'il te plaît, Véro, qui est la petite dernière que j'avais mise, pour montrer un peu l'esprit. Ce livre suggère de bégayer ouvertement. Livre, es-tu fou? Non, je crois simplement que la peur se surmonte petit à petit. Vous voyez un petit peu l'esprit qui est vraiment, ce personnage est vraiment extrêmement attachant et on découvre des tas de choses. Et alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est que la pagination n'est pas du tout ordinaire dans ce livre, parce que la pagination bégaye aussi. Et vous verrez, c'est jamais marqué 14-15, c'est presque une énigme, mais c'est très très drôle. Voilà, donc cette fois, je laisse vraiment la parole à Nifa. Désolée, c'est quoi? Vas-y, Nifa. Alors, merci Isabelle d'avoir laissé entrer mon stress avec le temps. Donc, moi, je vais vous parler du podcast de Geneviève et de Judith. Je suis fan. J'étais fan avant de partir à Montréal, mais lors du congrès, je les ai vus présenter leur podcast et ça m'a donné encore davantage envie de connaître plus d'épisodes et puis de comprendre un peu plus ce qu'elles disent. C'est hyper intéressant. Alors, ce podcast a commencé le 21 octobre 2020 et comprend à ce jour 26 épisodes, dont le dernier portait sur l'éloquence du bégaiement. Oui, est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, Véronique, voilà, merci beaucoup. Sur l'éloquence du bégaiement avec comme invité Sarah et Mouna Livry. C'est un des derniers, je crois qu'il y en a eu un autre après, mais je ne suis pas très sûre. Mais le 26e, c'est celui où Sarah et Mouna ont été invités. Alors, je vous avoue honnêtement, je ne sais pas qui j'écoutais, parce qu'il y en a 26 et qu'ils durent certains 1 heure à 1 heure et demie. J'en ai écouté certains, c'est ceux-là dont je vais vous parler. Alors d'abord, pour présenter Judith et Geneviève, elles se sont rencontrées 1 an avant le démarrage de ce podcast. Elles se sont rencontrées le 22 octobre 2019 lors d'une journée internationale, une journée mondiale de sensibilisation au bégaiement. Et elles ont été boire un café, toutes les deux, après le congrès. Puis elles se sont dit, il y a plein de podcasts en langue anglaise et il y en a aucun en français, du moins à cette époque-là, parce que depuis, il y en a eu. Et donc, elles se sont dit, nous, on va faire un podcast en français. Et en Amérique du Nord, en tout cas, il n'y en avait aucun en français à ce moment-là, mais je pense que même en France, Véronique pourra peut-être démentir ou me dire si j'ai raison. En 2019, je ne pense pas qu'il y avait quoi que ce soit comme podcast en français. On est en train d'en faire un à l'APB. Ouais, voilà, super. Donc, Judith est orthophoniste, Judith Labonté est orthophoniste, elle est formatrice également et elle apporte toutes les informations scientifiques sur le bégaiement et puis également tous les témoignages nombreux de tous ses patients. Et Geneviève, elle est actuellement candidate au doctorat en orthophonie et c'est une personne qui bégaye et elle parle de son histoire, de son parcours et tout au long des podcasts et des invités, toutes les deux, elles complètent, elles ont vraiment une complicité formidable. C'est un vrai binôme, hein, comme le nôtre avec Isabelle. Voilà. Alors, les thèmes des podcasts sont très variés. J'ai dû en choisir certains pour vous en parler parce qu'il y en a beaucoup. Donc, les thèmes, par exemple, j'en pique certains. C'est la génétique du bégaiement, le bredouillement. Il y a le bégaiement et le trouble du TDAH, chant, musique, cerveau et bégaiement. Mais il y a également beaucoup de témoignages de personnes qui bégayent, qui parlent de leur vécu et de leur approche. Alors, j'ai choisi de parler de 3 épisodes
c'est annoncer son élément, c'est me semble intéressant. Et les approches d'intervention pour les adultes qui bégayent, où ils parlent un peu plus de l'assurance, et fluidité ou spontanéité. Alors, annoncer son bégaiement, c'est 2 témoignages de personnes qui bégayent. C'est Alexandre, qui est ingénieur, et Isabelle, qui est avocate. Et Judith leur demande, en début de podcast, c'est le podcast, je n'ai pas de numéro du coup, voilà, je vais le dire après, leur demande quelle est leur approche pour annoncer leur bégaiement. Au niveau professionnel, lorsqu'elles sortent avec leurs amis ou bien même dans les rendez-vous amoureux. Et tous les deux sont assez unanimes pour dire que ils l'annoncent pas de façon systématique, ils l'annoncent quand ils en ont envie, quand la parole va bien, ce jour-là. Et voilà. Et Isabelle constate avec beaucoup d'humour, l'avocate, c'est témoin, qu'un amoureux, lorsqu'il réagit mal au bégaiement, à l'annonce du bégaiement, ça veut dire que c'est pas le bon, tout simplement, donc il faut passer. Une autre façon d'annoncer le bégaiement, c'est l'humour, ou bégayer ouvertement devant l'autre. Alors, je cite Romain Gary, qui a dit que l'humour était une affirmation de supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Voilà, donc on peut dire que les gens qui bégayent, grâce à l'humour, ils vont dépasser leurs troubles. Alors, l'avantage de le dire, c'est de lever la gêne de l'interlocuteur et de s'enlever la pression soi-même. La personne qui bégaye, elle a moins de pression et il n'y a plus de gêne chez l'interlocuteur, donc l'échange se passe beaucoup mieux. Montrer ainsi que le bégaiement, ça peut être un levier pour entreprendre des choses importantes pour soi et que ça n'empêche en rien de donner ses convictions profondes et de dire tout ce qu'on veut. Et quand on peut parler de son bégaiement à l'autre, on est déjà sur le chemin de l'acceptation du bégaiement. Ensuite, je vais parler des approches d'intervention pour les adultes. Alors, il est très dense ce podcast, il est intéressant. Je vous demanderai d'y aller parce que je ne peux pas vraiment être exhaustive pour en parler. Il y a quelques points, donc pas seulement la fluidité, ça parle de la fluidité quand même, des modifications du bégaiement, avant, pendant et après, l'éducation psychologique et l'exposition graduée. Il faut toujours respecter les besoins spécifiques du patient au moment où il en est, en respectant les points affectifs, en respectant l'aspect cognitif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il pense au moment où il bégaye, et puis les aspects comportementaux, est-ce que c'est une personne qui bégaye, qui s'expose pour parler, ou bien est-ce que c'est une personne qui, si elle bégaye, elle va éviter de parler. L'essentiel étant de dire tout ce qu'on veut dire, encore une fois. Alors, ce dernier point est repris dans un autre podcast qui s'appelle Fluidité et spontanéité. Donc, ce qui ressort du congrès, Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, c'est l'acceptation. Et aussi, c'est pour la personne qui bégaye, se sentir plus confortable en parlant. La mesure n'est plus sur la fluidité maintenant, mais sur le confort de la personne quand elle parle. Bégayer ouvertement, avec moins de tension, ne pas lutter contre son bégaiement, mais pouvoir dire tout ce qu'on veut. Oui, ça revient, c'est assez redondant, pouvoir dire tout ce qu'on veut, indépendamment des accidents de parole. Et pour Geneviève et Judith, elles font évidemment une synthèse de ces deux approches en l'adaptant aux besoins à nouveau et à la demande du patient. Je pense que faisons tous des orthophonistes. Alors, j'ai beaucoup de plaisir, moi, à écouter. J'ai toujours beaucoup de plaisir parce que je vais continuer à écouter les autres que je n'ai pas encore écouté. Alors, il y a la petite musique, toujours la même, du début, qui revient, qui est sympathique, je trouve. Et il y a le commentaire de présentation du présentateur, c'est un monsieur qui présente un peu le podcast en cours. Et puis cette complicité entre les deux intervenants qui est à tous les instants et qui est vraiment très agréable. Et puis j'ai beaucoup savouré, moi, les expressions typiquement québécoises que je vous livre là, je vous en donne certaines, pas toutes. C'est par exemple faire la file, faire la queue. Les chaînes, c'est les petits amis,
hein, dans les rendez-vous amoureux. Les blondes, c'est des petites amies. Je vois Marion sourire, ça lui parle, ça lui parle beaucoup, je pense. Et puis, j'étais toute mêlée, ça veut dire j'étais confuse. Et je mets ça dans de la ouate. À un moment donné, Isabelle, l'avocate, ça veut dire qu'elle y va doucement pour donner son explication. Voilà, donc tout ça, c'est le bégaiement ouvert. Je viens de parler du bégaiement ouvert. On peut dire spontanément tout ce que l'on veut en s'autorisant à bégayer. Le bégaiement ouvert. Et à l'opposé de cette position où je dis bien, il faudrait parler du bégaiement masqué. Voilà, je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'est Hope Gerlach, qui est professeure à l'université Western Michigan. Elle a réalisé un questionnaire pour valider la mesure du bégaiement masqué. Et donc, ce questionnaire, je vous donne les questions qu'elle peut poser. Comment décririez-vous ce que signifie masquer le bégaiement? Quelles sont les différentes manières par lesquelles tu simules ton bégaiement? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu masques ton bégaiement? Quels sont les avantages et les inconvénients de masquer le bégaiement? Et quel âge avais-tu quand tu as commencé à masquer ton bégaiement? Voilà, c'est ce questionnaire qu'elle proposait. Et il y a eu des statistiques dans sa présentation. Donc, il y a 47% de femmes et 53% d'hommes, donc il y a plus d'hommes. Il y a 63% de personnes de race blanche, 27% de race noire et 10% de personnes asiatiques et hispaniques, multiraciales. Alors, la plupart commencent à cacher leur bégaiement dès l'école élémentaire. Vous voyez, c'est quand même assez tôt. Et masquer son bégaiement, c'est réprimer ouvertement les accidents de parole, de passer inaperçu en tant que personne qui bégaye. Donc, on va retrouver ces dissimulations au plan linguistique pour la parole, dans leur façon d'agir, dans la présentation de soi et dans les situations de parole. Ensuite, les motivations pour la dissimulation, c'est être conforme à la pression du temps, besoin d'être compris par l'autre, maintenir les normes sociales, à tout prix, et protection de soi, protéger. C'est ça qu'on ne peut pas montrer qu'on bégaye. Et les conséquences sont assez lourdes, puisqu'il y a le vécu d'une communication dégradée. On est déconnecté de soi. Il y a d'énormes effets dans sa vie. Les efforts sont énormes sur le plan psychique, émotionnel et physique. Il y a un développement de compétences uniques, c'est-à-dire qu'on va développer des compétences qu'on ne trouve pas par ailleurs, et il y a un maintien des bénéfices. Donc, l'environnement social inclut énormément la décision de dissimulation, tant dans la réalisation que dans ses conséquences. Le patient dissimulera son bégaiement au niveau personnel et dans la société. Et toutes les techniques de dissimulation ne sont pas formées de la même manière. Ça va vraiment varier d'un personnel. Donc, le thérapeute va devoir aider le patient à apporter les changements qu'il souhaite au moment où il le reçoit. Voilà, j'ai terminé. Je passe la parole à Sarah. Du coup, Sarah, c'est toi qui enchaîne. Oui, vous m'entendez bien? Merci Mika, donc ça me permet, je commence en bafouillant, c'est pas mal, ça me permet de faire le lien avec la conférence qui avait été donnée par Scott Yarus sur la prévalence du bégaiement chez les adultes, et la question c'était 1% ou plus, puisque habituellement, la façon dont on étudie la prévalence du bégaiement chez les adultes comporte quand même certains biais, notamment il y a eu quand même des études qui ont été faites par des appels téléphoniques. Donc quand on sait à quel point les personnes qui bégayent peuvent être angoissées par le téléphone, bon, ça donne des résultats pas très fiables quand même. Et l'autre biais principal, c'est le fait de se baser sur l'expérience externe du bégaiement, c'est-à-dire sur des enregistrements de la parole. Et bien sûr, ça élimine les bégaiements masqués.
Donc, depuis 2018, tu peux passer, Véronique, l'association Stama essaie d'affiner un petit peu cette étude sur la prévalence. Et l'année dernière, donc en 2021, ils se sont associés à Scott Yarus pour essayer de faire un sondage un petit peu plus fiable. Ils se sont donc adressés à 6300 Britanniques et ils leur ont posé des questions qui permettaient d'être à peu près sûr qu'on parle bien de bégaiement, donc qui permettaient d'éliminer quand même d'autres troubles de la parole. Et puis d'éliminer les personnes qui avaient juste les idées qui s'embrouillaient, qui ne trouvaient pas trop leurs mots. Et ils ont gardé vraiment uniquement les personnes qui disaient qu'effectivement, elles savaient ce qu'elles voulaient dire, mais elles luttaient pour le dire. Et ils ont gardé également les personnes qui disaient éviter des mots ou qui évitaient de parler afin que l'autre ne remarque pas leur problème de parole. Et la conclusion de ça, c'est qu'on atteignait un pourcentage de 2% de personnes qui bégayaient chez les adultes britanniques, chez ces 6300 personnes. Donc, si on transpose ça en France, on n'aurait pas 650 000 personnes qui bégayaient en France chez les adultes, enfin, en tout cas en tout, mais peut-être plutôt 1,3 million. Voilà. Et bien sûr, c'est à prendre en compte pour les études épidémiologiques futures qui doivent, selon donc bien sûr Scott Yarus et cette association Stama, se fier davantage au vécu interne de la personne qui dit bégayer, la personne qui bégaye. Tout ça pour effectivement mieux connaître le bégaiement et mieux s'occuper des personnes qui bégaient. Et donc, s'occuper des personnes qui bégaient, ça me permet de faire la transition avec un sujet qui m'est cher, et ça a été un peu pour ça que je suis allée à Montréal, c'est qu'il y avait plusieurs interventions sur la réalité virtuelle. Donc, il y a eu 2 conférences notamment. Donc, je vais aborder surtout celle-ci qui était donnée par Anne-Louise Richard. Et je vous dirai 2 mots sur vraiment celle de Gareth Wellcome. Donc, moi, je m'intéresse à la réalité virtuelle pour désensibiliser les personnes qui bégaient aux situations de parole, notamment chez les personnes qui présentent donc une anxiété sociale. L'anxiété sociale, on sait que ça touche un enfant sur 4 qui bégaye et un adulte sur 2 qui consulte. Donc, ce n'est pas rien. Et les études ont montré que le fait de travailler que sur l'affluence ne permettait pas une baisse de l'anxiété, hein, et que les progrès à long terme au niveau de l'affluence n'étaient pas maintenus chez les personnes qui présentaient donc une anxiété sociale. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur cette anxiété, de pouvoir exposer nos patients progressivement aux situations de prise de parole. Et les obstacles habituels pour travailler sur cette désensibilisation, c'est qu'on n'a pas toujours les moyens déjà de faire des groupes. Il y a eu le Covid, il faut avoir quand même une population homogène pour faire des groupes. Et puis, ce n'est pas toujours réalisable non plus d'aller à l'extérieur avec nos patients pour des raisons que tout le monde connaît ici, logistiques, pratiques, d'organisation. Une des choses aussi, c'est que même si on va à l'extérieur exposer notre patient, on ne peut pas toujours paramétrer, on ne peut pas toujours savoir comment va réagir la boulangère. Et voilà, hein, c'est vrai que la réaction, on ne sait pas si elle va être plutôt bienveillante, hostile. Voilà. Et puis, l'autre problème qui peut se poser avec l'exposition classique, c'est le secret médical. Hein, c'est le fait de pouvoir se montrer avec son patient. Et donc, c'est là que la réalité virtuelle, bien sûr, devient intéressante.
Anne-Moïse Richard avec Lucie Ménard, Stéphane Bouchard, donc eux, ils sont tous canadiens. Ils ont donc fait une étude avec Agnès Leclerc, qui, elle, est en Belgique, une étude qui est toute récente, l'année dernière aussi. Et ils sont partis du principe déjà que, alors on sait que les adultes qui bégayent présentent une anxiété, un niveau d'anxiété et un niveau de bégaiement qui est le même en situation virtuelle et en situation réelle. Donc ça avait été démontré. Ce qu'ils savent aussi, c'est que la réalité virtuelle, elle est utilisée déjà pour les phobies spécifiques de l'enfant et de l'adolescent. Et ils savent que ça fonctionne. Donc, ils se sont dit, bon, si on veut voir si la réalité virtuelle fonctionne aussi avec les enfants et les ados qui bégayent, il faut déjà qu'on voit si leur niveau d'anxiété et leur niveau de bégaiement est le même en virtuel et en réel. Donc, ils ont testé, ils ont fait une étude qui consistait à les plonger dans une situation en classe où l'enfant était face à une classe. Et donc, ils ont pris donc 10 participants qui avaient entre 9 et 17 ans, donc 8 garçons, 2 filles. Et ils les ont, entre guillemets, plongés dans une classe réelle. Et ensuite dans 4 environnements virtuels. Donc, on peut passer à la suivante là. On va voir la classe virtuelle. Encore celle d'après, du coup. Voilà. Encore après, pardon, je vous enverrai le lien de l'étude si vous voulez. Voilà. Et donc, il y avait 4 environnements virtuels. Il y avait une situation contrôle qui était un appartement vide. Cette situation, donc, une classe avec un public neutre, une classe avec un public avec des réactions hostiles, qui fronçaient les sourcils, qui bâillaient, qui s'ennuyaient. Voilà. Et puis, de nouveau, l'appartement vide. Et donc, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'avant d'exposer ces enfants et ces ados à la situation virtuelle, ils avaient moins d'anxiété anticipatrice qu'avant la situation réelle, comme s'ils ne croyaient pas vraiment que ça allait leur provoquer de l'anxiété. En revanche, pendant l'exposition, eh bien, le niveau d'anxiété était le même, était vraiment équivalent entre la classe virtuelle et la classe réelle. Donc, ça revient au résultat qui était obtenu avec les adultes qui bégaient et aussi avec les enfants et les ados qui ont une anxiété sociale, qui est donc la même en virtuel et en réel. Quant à la sévérité du bégaiement, eh bien, elle était également équivalente dans la classe virtuelle et la classe réelle. Donc, la conclusion de leur étude, c'était que, eh bien, non. La conclusion, c'était qu'effectivement, une classe virtuelle pouvait déclencher chez les enfants et les ados une peur de la prise de parole, même si ces enfants n'avaient pas à la base un niveau d'anxiété élevé. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en séance, en utilisant la réalité virtuelle, on pourrait déclencher chez nos patients l'anxiété sur laquelle on veut travailler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait désensibiliser le patient en l'exposant vraiment progressivement. Là où d'habitude, dans la vraie vie, on ne peut pas paramétrer tout ça. On peut paramétrer les réactions, on peut des interlocuteurs, donc un sourire, une attitude neutre, froncement de sourcils. On peut paramétrer aussi la situation, bien sûr, le nombre d'élèves dans la classe, ou si c'est après carrément un amphi, on peut vraiment tout paramétrer. Voilà, on peut paramétrer aussi l'insistance du regard des interlocuteurs. Et voilà, donc ce qui paraît, ça paraît pertinent du coup d'utiliser la VR avec des enfants et ados qui bégayent, alors pas trop jeunes quand même, je rajoute ma petite touche. Moi qui utilise la VR, je le fais pas trop avant 11-12 ans quand même. Mais bon, après ça commence à les tenter. Et justement,
Je trouve que ce que ça apporte vraiment de plus, c'est vraiment ce côté attrayant, motivant pour, bien sûr, les enfants et les ados. Ça permet vraiment de créer une adhésion et ils ne loupent pas une séance en général, les ados, quand on fait de la VR. Voilà, donc l'idée, ça va être après de faire des études pour voir si la VR est efficace après pour travailler sur la peur de parler en public pour les enfants et les ados. Et donc, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était de cette conférence de Gareth Wellcome, qui est donc lui-même anglais, il vit en Belgique. Il bégait et il est en train de développer un logiciel qui permettra d'exposer les personnes qui bégaient aux situations de parole. Donc là, vraiment pour ados, adultes, tout le monde. Et on aura la chance d'accueillir Gareth Wellcome au colloque de l'APB en mars. Donc, je ne vais pas spoiler, je le laisserai vous raconter lui-même son logiciel, son histoire, parce que c'est très, très intéressant ce qu'il est en train de développer. Voilà. Normalement, c'était la surprise de fin, Sarah, mais bon, c'est pas grave. Pardon? Normalement, c'était la surprise pour la fin, mais c'est pas grave. Ah, pardon. J'ai quand même un peu spoilé alors. Voilà, Gareth. Tu veux expliquer là, Sarah? Oui, là, c'est la conférence. À gauche, c'est la conférence que Gareth a donnée sur WithVR, qui est donc son logiciel. Et à droite, une personne qui essaie le logiciel lors du congrès. Ce qui nous a fait essayer, c'est une situation dans un café. Donc, on est dans un café et donc, on peut vraiment paramétrer, tout est en 3D et on peut paramétrer les réactions des avatars. On peut choisir combien d'avatars sont aussi autour de la table. Alors, tu paramètres sur ton ordinateur et lui, il le voit dans ses lunettes, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui, pardon. L'orthophoniste voit sur son ordinateur ce que le patient voit dans le casque. Et paramètre tout. On peut tout paramétrer. Est-ce qu'il va y avoir un bruit ambiant? Est-ce qu'il y a une sonnerie de téléphone? Est-ce que les personnes en face, donc les avatars, parce que c'est la 3D, est-ce qu'ils sont attentifs? Est-ce qu'ils ont l'air de s'endormir? Est-ce qu'ils froncent les sourcils, etc. On peut également, alors ce qui est quand même assez innovateur avec ce que développe Gareth, c'est que l'orthophoniste peut écrire sur la barre de texte ce que l'avatar va dire au patient. Donc, on peut mener une conversation avec le patient comme ça. Alors, il faut taper vite. Mais c'est intéressant parce que ça fait qu'on n'a jamais la même situation. Là où avant, les situations préenregistrées devenaient prévisibles au bout d'un moment pour le patient. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ça parle à Claire, c'est ça? Voilà, c'est parole Claire qui continue. Donc moi, je voulais vous parler de la communication de José Piranian, qui a ouvert le congrès. Donc il est né et il a été élevé au Liban, et il bégaye depuis l'enfance. Il dit avoir évité de parler pendant plus de 25 ans par peur d'être jugé pour sa différence. Le thème de sa communication au congrès, c'était « Surmonter le bégaiement à travers l'inclusion et la résilience ». Et on peut dire qu'il a vraiment donné le ton de ce congrès, puisque vous avez tous compris que c'était l'acceptation qui était au cœur de ce congrès. En effet, il nous a expliqué comment il a décidé de faire avec son bégaiement. Il explique qu'il a d'abord fait un travail technique pour améliorer sa fluence et qu'il utilise toujours ces techniques. Il raconte avec beaucoup d'humour, mais aussi avec beaucoup de sincérité, les difficultés qu'il a rencontrées, comment il s'est exposé et comment il a affronté ce qui lui faisait le plus peur, c'est-à-dire Paris. Pour cela, il raconte qu'il se rendait dans des centres commerciaux tous les week-ends et qu'il s'obligeait à parler à 100 personnes inconnues. Puis il a commencé à faire du stand-up et à donner des conférences pour témoigner de son parcours.
En 2017, il a même remporté le titre d'orateur inspirant de l'année. Il en est maintenant à des centaines de spectacles et de conférences sur l'inclusion et la résilience. Conférences qu'il fait devant des étudiants comme ceux de HEC, de Montréal par exemple, ou au sein d'entreprises comme Google, Tesla, IBM et d'autres. Alors, ce qui était intéressant, enfin j'ai trouvé moi, c'est qu'il a évoqué plusieurs grands thèmes qu'on retrouve dans le bégaiement, comme la différence, les évitements, la peur, les émotions négatives. À Montréal, il a beaucoup parlé de la peur, de cette peur, dit-il, qui est toujours présente, toujours la même. Et il précise bien qu'elle ne va pas disparaître toute seule, donc il propose de l'utiliser, d'en faire quelque chose. Bon, il y a des liens avec ce que vous disait Isabelle tout à l'heure, forcément, entre l'humour et affronter ses peurs. Mais son idée à lui, c'est que peur et action peuvent vraiment coexister. Donc, c'est vraiment le contraire de la peur qui empêche, qui paralyse. Il dit même, ça c'était très nouveau pour moi, que c'était une chance d'avoir peur, car s'exposer à nos peurs nous permet de développer des possibilités incroyables qu'on ne soupçonne même pas avoir. Et selon lui, on n'a pas à faire face à nos peurs, mais on a la chance de faire face à nos peurs, qu'on ait un bégaiement ou pas, bien évidemment. Donc, on peut être tous concernés. Il a ensuite évoqué le jeune garçon qu'il était et à qui il aurait aimé dire qu'il pouvait retourner dans le passé. Alors moi, j'ai fait des liens avec Laurent Lagarde, qui nous disait sur les 25 choses qu'il aurait bien aimé savoir. Donc lui, il disait que c'est OK d'être différent et que c'est même bien de s'approprier ce qui nous rend unique. On peut utiliser la peur comme une boussole. Ah oui, je n'ai pas dû changer, Véronique. Ouais. Alors, encore la technique. Alors, il y a celle-là. Voilà, donc vous voyez José Peragnan, mais vous le reverrez. Et puis la suivante que tu peux mettre, voilà. Donc, bon, il a repris là une citation de Robert Frost en disant que le chemin, c'était d'aller direct, en fait, c'était le mieux pour affronter ses peurs. Et là, vous voyez, alors, donc c'est OK d'être unique, voilà, d'être différent, c'est le premier petit rond. Le deuxième, c'est utiliser la peur comme une boussole et se laisser guider là où on a besoin d'aller. Et il conseillait de faire les choses qui font peur de façon répétitive, ce qui fait baisser la peur. Donc, si vous souhaitez mieux connaître José Peragnan, on trouve vraiment plusieurs de ses témoignages en vidéo sur Internet, en anglais, mais aussi en français. Je trouve que c'est vraiment des supports intéressants. Alors, je les ai montrés, bien sûr, à certains patients qui ont découvert son discours avec beaucoup d'intérêt. Et ce qui était bien, c'est que ça a ouvert beaucoup de discussions sur plein de sujets, bien évidemment, le bégaiement, la communication, les émotions. Je trouve que c'est un support vraiment dynamique et positif. Voilà. Donc, pour José Peragnan, je trouve vraiment très intéressant. Oui, peut-être tu peux remettre la diapo où il y a la toute première, où il y a tous ces réseaux, mais on le trouve très facilement en tapant José Peragnan aussi. Donc, c'est assez facile. Voilà. Merci Véro. On peut passer à la deuxième communication. Voilà, qui est celle d'Hélène Kelly. Alors, Hélène M. Kelly et Clara M. Singer. Arthur M. Blanc n'était pas là, mais participe bien sûr. Elle avait pour thème évaluer le bégaiement persistant chez le jeune enfant. Alors, je vous les présente un petit peu. Hélène Kelly, elle travaille à Nashville, elle est directrice de l'innovation éducative, elle est orthophoniste et elle est associée à l'équipe du centre Arthur Blanc à Atlanta, qui a pour mission de faire progresser la compréhension, l'éducation et la qualité des services fournis à ceux qui bégayent de tous les âges partout dans le monde. Clara Singer, elle est professeure adjointe au département des sciences et des troubles de la communication à la Grande Valley State University à Grand Rapids, dans les Michigan. Alors, elle mène des recherches liées aux pratiques d'évaluation et de traitement des enfants qui bégayent, aux attitudes envers le bégaiement. Bon, de plus, elle enseigne et supervise des étudiants de premier cycle et cycle supérieur en orthophonie dans des contextes cliniques et de recherche. Donc, toutes les deux nous ont présenté l'étude de Clara Singer et Hall de 2020 sur les facteurs de risque pour un bégaiement persistant chez l'enfant. Alors, on va retrouver des choses qu'on savait un peu déjà, mais là, ça les confirme. Donc, les risques sont multiples. Alors, tu peux passer à la suivante. Donc, je vous ai mis la liste. Donc, je vous la lis vite fait.
les risques sont le sexe, l'historique du bégaiement dans la famille, l'âge de début du bégaiement, le temps écoulé depuis le début du bégaiement, la sévérité du bégaiement, les fluctuations du bégaiement depuis le début, la précision du discours, les compétences en langage aussi bien en version expressive que réceptive, et la précision dans la répétition des non-mots. Les 4 que vous voyez en gras sont les 4 plus importants qui sont ressortis de l'étude. Donc, c'est important de les connaître, surtout que, bien sûr, ces risques sont cumulatifs. L'étude montre que quand les enfants avaient au moins 2 indicateurs, il y avait un risque de persistance, et que quand 3 indicateurs étaient présents, presque tous les enfants de l'étude avaient persisté. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'en revanche, si le niveau de sévérité était bas, il y avait moins de risques de persistance. Pour résumer, on voit que les risques d'avoir un bégaiement persistant sont accrus s'il s'agit d'un garçon, si le bégaiement est présent dans la famille, si le bégaiement a commencé tard, si ça fait longtemps que l'enfant bégaye, si le niveau de sévérité est élevé, si on a vu de grosses fluctuations du bégaiement depuis le début, si le discours manque de précision, si les compétences langagières sont basses et si la répétition de non-mots n'est pas précise. Les intérêts de cette étude, sont qu'ils font bien sûr bien appréhender les risques pour chaque enfant afin de proposer les meilleurs traitements et d'avoir les meilleures recommandations. Voilà, donc je laisse la parole à Marion. Eh oui, c'était déjà à moi. Donc, allô tout le monde, comme on dit au Québec. J'ai envie de faire le lien tout de suite avec ce que tu as dit de José Piramian qui dit qu'il faut faire des choses qui font peur de façon répétitive et utiliser sa peur comme une boussole. Donc, moi, Marine m'a fait confiance pour aller outre-Atlantique pour présenter son travail. J'avais le choix de le faire en français ou en anglais. J'ai eu la bonne idée de me dire, allez, en anglais, sans être bilingue du tout. Et donc, c'était vraiment une belle expérience, mais c'était un défi super rouge. Et voilà, et donc ça, c'est vraiment la chose que je retiens le plus de ce congrès. Mais aussi, tous les retours positifs après, ça, c'était vraiment génial. Donc, ça vaut le coup de se jeter à l'eau. Aussi, je trouvais, donc, comme on l'a dit au début, que le congrès était vraiment tourné sur le modèle social, l'acceptation, et pas du tout sur les techniques. J'avais l'impression qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à part la présentation du travail de Marine. Et donc, j'avais envie de revenir là-dessus parce que finalement, c'est vrai. Moi, je trouve que le modèle social, c'est très, très, très pertinent, mais tout n'est pas blanc ou noir non plus. Et dans le podcast de Judith et Geneviève, donc dans Je suis un podcast, elles parlent d'une étude qui a été faite en 2009 par un chercheur qui s'appelle Venkatagiri et qui s'intitule « Qu'est-ce que les personnes qui bégayent veulent ? Est-ce que c'est la fluidité ou la liberté ?» Et au final, il y avait 54% de personnes qui disaient la fluidité et 46% la liberté, donc c'était quasiment égal. Et donc, ce que je trouvais vraiment intéressant là-dedans, c'est que ceux qui avaient choisi la fluidité, c'était ceux qui étaient les plus jeunes et qui avaient fait très peu de thérapie, très peu de suivi en orthophonie. Donc, je trouvais que c'est une bonne réflexion à l'heure actuelle où le débat est vraiment un peu scindé. Est-ce que aussi, il n'y a pas de est-ce que quand on a des patients qui arrivent dans le cabinet, est-ce qu'on ne peut pas aussi orienter et questionner la plainte en fonction de l'âge du patient et de son suivi orthophonique antérieur? Voilà. Sinon, je voulais parler du bilinguisme et du bégaiement qui a été présenté par notamment Rosalie Schenker, Valérie Lim. Donc, qu'est-ce que le bilinguisme? C'est parler plus d'une langue dans la vie quotidienne. Il y a plus de 50% de personnes dans le monde qui sont bilingues, donc plus de la moitié du monde qui l'est. Donc, ce qu'elles ont voulu faire, c'est un update un peu de la situation des enfants bilingues et le bégaiement, parce qu'il y a une vraie problématique. Donc,
autour de ça. Avant, on pensait que c'était un facteur de risque pour le bégaiement, mais à l'heure actuelle, c'est pas du tout, en tout cas la dernière étude en 2020 de Cho et Smith confirme que ça n'est pas du tout un facteur de risque. Malgré ça, les orthophonistes peuvent encore, on va dire, confondre les symptômes associés au bégaiement et les dysfluences de formulation langagière d'un enfant bilingue. Il y a une étude de Bird, Watson et al. En 2015 qui a donc prouvé qu'il y a 86% d'orthophonistes qui ont évalué un enfant bilingue fluent, donc bilingue français-espagnol, qui était fluent, comme un enfant bègue. Donc ça fait quand même beaucoup. Cette confusion de symptômes, donc, qui ressemble beaucoup, donc notamment la répétition de mots monosyllabiques et le manque de formation des orthos pour la population bilingue, ça fait qu'il y a un haut risque en fait de faux diagnostics dans cette population. C'est pour ça qu'elles voulaient améliorer la précision du diagnostic et proposer un outil pour diagnostiquer un bégaiement chez un enfant bilingue. Donc, c'est juste une proposition de guide pour le moment, ça n'a pas été publié, mais elle disait forcément que, en fait, un enfant bilingue doit résoudre la compétition entre deux langues qui sont actives, deux langues ou plus qui sont activées en permanence, ce qui baisse les ressources cognitives et augmente le risque de disruption dans la parole, d'accidents de parole, etc. Donc, ce guide comporte donc trois points. Regardez finalement les comportements de l'enfant bilingue. Est-ce que c'est vraiment du bégaiement non ambigu? Quel type de bégaiement? Est-ce qu'il y a un impact sur la communication? Dans un deuxième temps, est-ce que le bégaiement apparaît dans toutes les langues? Donc, en fait, il faut absolument pouvoir évaluer l'enfant dans les deux langues. Donc, si ce n'est pas le cas, qu'on n'a pas les compétences, peut-être se matcher avec une orthophoniste qui parle la langue. Est-ce que l'exposition à la langue est bonne? Est-ce que quelle langue est dominante, etc. Et 3, c'est l'anamnèse. Est-ce que c'est concordant avec son profil? C'est-à-dire depuis combien de temps l'enfant bégaye, l'âge d'apparition, son sexe, l'histoire familiale, donc les antécédents génétiques. Voilà. Donc, en fait, pour la pratique future, il y a des recherches récentes qui indiquent qu'appliquer les mêmes critères diagnostiques que pour les enfants monolingues à des enfants bilingues, c'est problématique. Donc, il faudrait certainement avoir des outils différents parce que chez l'enfant bilingue, on va plus prendre en considération les différences de dysfluence en fonction de chaque langue, son profil détaillé, son histoire familiale et ses attitudes de communication et les attitudes culturelles, finalement. Alors, si je peux juste aussi rajouter, pour évaluer l'enfant bilingue, ou en tout cas l'enfant allophone, je mets dans le chat un article de Toki dans le bec qui parlait du PABIC, un questionnaire parental pour comparer la compétence de l'enfant dans chacune des langues parlées. Et pour le coup, il y a plusieurs questions qui peuvent parfaitement répondre à un enfant qui bégayerait plus dans une langue ou dans l'autre. Puisqu'il y a des questions par rapport à est-ce que le parent a l'impression que l'enfant a des difficultés à construire ses phrases ou à dire ses mots ou à transmettre une idée. Donc, on peut avoir, en niveau qualitatif, en tout cas, des points intéressants avec ce genre de questionnaire qui est strictement parental, mais qui peut nous permettre aussi de repérer un enfant qui aurait des dysfluences parce qu'il a un trouble du langage en plus et qu'avoir le bilinguisme plus le trouble du langage, ça va jouer sur sa fluence en surchargeant son système. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Super. Merci Clément. Quoi. Ok. Donc, la deuxième conférence que je voulais présenter, c'est donc le programme de G2A. Comme je disais, c'est celui que j'ai présenté pour Marine.
Il y avait aussi, le programme de G2A se base sur les travaux d'un chercheur qui s'appelle Van Lieshout. Marine, tu m'arrêtes si jamais je dis des bêtises, mais pas trop non plus. Et donc, il était là et on a assisté à sa conférence aussi. Et je trouvais que, ce que j'ai retenu, c'est qu'il disait qu'on n'avait pas encore les causes précises du bégaiement, mais que par contre, le bégaiement s'exprime de manière prédominante dans le système moteur de parole. Donc, dans tous les cas, utiliser des techniques comme l'hyperarticulation, c'est intéressant, peu importe l'origine finalement du bégaiement, ça fait du sens. En résumé, son modèle porte sur les compétences motrices de parole. Les petits mouvements engendrent plus de variabilité dans le couplage des articulateurs de la parole. Donc, Marine Pandolio a fait sa thèse en 2014 et a observé la coarticulation avec notamment cette machine chez les personnes qui bégaient en parole fluente, dans des conditions de feedback auditif normal et dans des conditions aussi de feedback auditif modifié. Donc là, on parle comme le delayed auditory feedback, qui sont des conditions améliorantes. Et donc, il en ressort que les personnes qui bégayent utilisent dans leur parole fluente des gestes de plus grande amplitude articulatoire et que c'est encore plus important, ce phénomène, dans des conditions améliorantes comme le feedback auditif modifié. Tu peux passer, Véronique, il y a la suivante. Donc après, ça, c'est toutes les études qui sont en cours. Celui-là, c'est les résultats du DU de 2017. Une étude de cas qui a permis de tester la première version du programme de G2A chez un patient adulte qui avait un bégaiement et un bredouillement. Donc là, on a les résultats de Wallet Story, c'est issu de la batterie d'évaluation du bredouillement. Et on a les résultats qui montrent que le bredouillement diminue bien après 12 séances. Les disfluences également. Et donc, à droite, ici, SPS, c'est les syllabes par seconde. Donc, le patient réduit aussi sa vitesse d'élocution. Et donc, voilà, la dia suivante, c'est sur la parole spontanée. On observe la même chose en parole spontanée. Donc, ça, c'est le mémoire d'orthophonie qui est en cours. Je crois qu'il est fini maintenant, Marine, j'imagine. Oui, il est terminé, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Enfin, là, donc, du coup, il y avait je vais juste expliquer. Donc, il y avait 35 patients qui étaient inclus et plusieurs orthophonistes, dont Sarah et moi-même. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, certainement qu'il y en a d'autres qui sont présentes. On a été formés au programme de G2A et après, 20 patients qui bégayent et 15 qui bredouillent. Une évaluation initiale, 15 séances de rééducation de G2A et une évaluation au bout de 15 séances. Et donc, là, on voit bien que le pourcentage diminue, le pourcentage de bégaiement diminue après les séances. Donc, 95% des patients avec bégaiement ont réduit leur pourcentage de bégaiement et 93% de bredouillement ont réduit leur moment de bredouillement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On a refait les stats avec Clément. Mais Clément, tu veux réexpliquer les stats que tu as refaites? Alors oui, en fait, on est allé un petit peu plus dans le détail pour distinguer le groupe des personnes qui bégayent, le groupe de personnes qui bredouillent. Et ce qu'on a vraiment mis en lumière, c'est que déjà les changements, les améliorations sont significatives. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas que descriptives. En plus de ça, au niveau statistique, le groupe, après est significativement meilleur qu'avant. En ce qui concerne les syllabes bégayées, que ce soit dans le groupe de personnes qui bégayent ou de personnes qui bredouillent. Et si je me rappelle bien, c'était le temps de parole, le speech rate, le rythme de parole qui avait été abaissé aussi chez les personnes qui bredouillaient. Oui, bon, sachant que voilà, ce fameux speech rate prêtait à débat dans la manière. Ouais, après, si les gens veulent plus de détails, ils liront l'article. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais voilà, ça montre que le programme de G2A a des résultats intéressants
en particulier pour ce qui est du contrôle oromoteur, et ça c'était l'objectif, et semble avoir un effet plus intense chez les personnes qui bredouillent que chez les personnes qui bégayent. Là aussi, c'était ce qui était attendu, parce que les paramètres de parole bredouillée déjà n'avaient été évalués que par les personnes, que pour les personnes qui bredouillent. C'est une donnée qui nous manque pour les personnes qui bégayent. Et c'est un programme où on attend aussi un ralentissement du débit et une amélioration d'articulation. Ça a l'air d'être en tout cas plus efficace, plus intéressant chez les personnes qui bredouillent, mais il reste encore des recherches à faire, en particulier au niveau des adolescents. Parce qu'on avait les groupes d'âge étaient relativement décalés aussi. Voilà. Oui. En fait, vous aurez tous les détails dans l'article. Dans l'article, ouais, qu'on a coécrit. Mais c'est vrai que la base théorique se base vraiment sur les personnes qui bégaient. Et rapidement, en clinique, en clinique, on le voit sur les personnes qui bredouillent. Moi, je trouve que ça se voit déjà en clinique. Ça marche vraiment bien chez les personnes qui bredouillent, mieux que chez les personnes encore qui bégayent. Ouais, c'est beaucoup plus spectaculaire, en fait. Hein. Mais beaucoup plus spectaculaire chez les personnes qui bredouillent, mais la théorie se base sur les personnes qui bégayent. Voilà. Et pour le coup, je me demande si on comparait avec un groupe d'adolescents qui bégaient, donc avec des âges beaucoup plus, plus matchés en genre et en âge, je me demande si on aurait des résultats si différents. Voilà, ça peut-être que c'est un programme qui est aussi adapté dans le temps à une certaine typologie de patients qui en ont besoin à un certain moment aussi. Il y a encore plein d'études à faire sur le degré de la. Les résultats sont vraiment assez prometteurs. Voilà. On n'a eu qu'au début. Bon, mais je vais quand même terminer en expliquant rapidement ce que c'est, parce qu'il y en a certainement qui n'ont pas fait la formation encore. Ça ne saurait tarder après cette conférence. Donc, il y a deux volets. Il y a un volet qui porte sur le renforcement des capacités motrices de parole. On va exposer le système moteur à des facteurs déstabilisants, donc comme la vitesse, l'amplitude, la complexité phonologique. Voilà, donc notamment faire accélérer tout en maintenant l'hyperarticulation. C'est ce genre d'exercice qu'on fait dans le programme. Et le deuxième volet vise plus quelque chose d'écologique, puisque ça va être apprendre la technique d'hyperarticulation, donc une technique de fluence qui se base sur des gestes de grande amplitude articulatoire, sans forcer, mais avec une articulation ample. Voilà, donc pour en savoir plus, on pourra se former avec notre chère Marine. Alors non, je pense que là, on va plutôt passer la parole à Clément. Si tu veux bien, Clément. Oui. Du coup, c'est plus tard dans le PowerPoint. Alors, moi, en fait, je voulais faire ce retour. Du coup, Véronique, si tu peux avancer à l'avant-dernière slide. Tu veux que ça avance à l'avant-dernière slide? Voilà, c'est celle sur l'attitude de communication. Puis je pense qu'on reviendra après sur les autres, c'est ça? C'est laquelle, celle-là? Je me fais un timer pour ne pas prendre tout le temps. Laquelle tu veux? Alors, celle-là encore après? Encore après? Après ou avant? Non, après. Après, d'accord. Après. Et c'est parfait. Nickel. Désolée. Non, je t'en prie. Voilà, alors moi du coup, je suis aussi allé à Montréal avec toute cette joyeuse troupe. Moi, j'y allais à l'origine pour présenter un poster. Alors, je ne sais pas si vous êtes toutes au fait de ce que c'est un poster au niveau des conférences. Moi, j'ai un peu découvert ça sur le tas quand il a fallu que j'en prépare un. Un poster, en fait, c'est une présentation de recherche qui peut être fait, souvent, c'est fait par des étudiants en master ou en thèse. Souvent aussi, c'est fait par des chercheurs qui sont en cours dans une recherche et c'est fait pour présenter des résultats préliminaires. C'est pour indiquer où on en est
dans notre démarche de recherche. Et c'est ce qui permet de facilement faire du lien et de ne pas refaire la même chose que le groupe voisin, par exemple. Les posters, les sessions posters, ce n'est pas les grandes sessions plénières, ce n'est pas les plus prestigieuses, parce que très honnêtement, en fait, quand on présente un poster, on est dans un grand hall avec un panneau sur lequel on a punaisé notre papier et on attend comme un bout de chair que les gens viennent nous poser des questions. Donc, ce n'est pas le contexte le plus glorieux, mais c'est un très, très bon moyen de rencontrer d'autres chercheurs, de pouvoir discuter ou découvrir, discuter de recherche ou découvrir des recherches dont on n'avait pas vraiment connaissance, simplement en se baladant dans la salle d'exposition. Donc, du coup, moi, je venais présenter mon poster. Et mon poster, je vais vous le mettre dans le chat. Je ne sais pas si j'ai possibilité de transférer les fichiers, mais normalement, oui. Oui, c'est bon. Donc voilà, c'est le poster tel que je l'ai présenté. J'étais sur un grand papier. Et il décrit l'étude que je réalise au sein de ma propre clinique et avec l'aide d'énormément de collègues que je remercie très, très chaleureusement. C'est une étude que j'ai démarrée à l'origine en 2015. À l'origine, je me suis intéressé à l'attitude de communication parce que je cherchais dans les publications anglo-saxonnes des façons de pouvoir évaluer le bégaiement d'une autre manière que simplement les syllabes bégayées. Je suis tombé sur un test, le KIDICAT, qui répondait à ma recherche parce qu'il me permettait d'évaluer quelque chose qui était de l'ordre de la qualité de vie. L'attitude de communication, c'est comment est-ce que l'individu se perçoit dans la communication, comment est-ce qu'il se perçoit comme interlocuteur. Le KIDICAT est un test très court, en 12 questions, qui est très très bien corrélé à l'attitude de communication chez l'enfant qui bégaie. Ça veut dire que ça fait des années, des décennies, qu'on sait que que les personnes qui bégaient présentent une attitude de communication qui est plus dégradée, qui est moins bonne que leur père fluent, que les personnes qui ne bégaient pas. Il y a de nombreuses études dans les pays anglo-saxons, donc Angleterre, États-Unis, mais aussi Allemagne, Belgique, Grèce, Turquie, Japon, Brésil, Croatie, Slovénie, Italie. Voilà, c'est un test qui a été traduit dans énormément de langues et qui a été validé quasiment dans toutes ces langues-là. C'est un test qui fait partie, le KIDICAT et toutes les versions pour les âges suivants. Ça fait partie des recommandations internationales relatives à l'évaluation de la personne qui bégaie. Ça aussi, c'est une... je vous le mets dans le chat ici. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le site de l'APB. Et en fait, c'est un consensus parmi les plus grands experts actuellement en vie sur qu'est-ce qu'il faudrait qu'on cherche en tant que clinicien quand on fait l'évaluation de la personne qui bégaie. L'attitude de communication, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Et l'attitude de communication, je m'y suis intéressé à l'origine pour faire la normalisation française, pour qu'on puisse avoir une norme en français, mais aussi parce qu'il fallait un angle de recherche qui ne soit pas simplement le fait de faire une bête normalisation. Ce n'était pas suffisant pour faire en tout cas pour avoir un papier publiable. Donc du coup, je me suis intéressé à l'attitude de communication aussi chez des enfants qui ne bégaient pas, mais qui présentent un trouble du langage. Considérant que peut-être que mes petits patients qui ont du mal à articuler ou qui ont du mal à composer leurs phrases, eux aussi, ils sentent que leurs mots sont bloqués. Eux aussi, ils sentent qu'ils ont besoin de l'aide des autres pour parler. Eux aussi, peut-être qu'ils trouvent que papa et maman n'aiment pas comment ils parlent. Toutes ces questions que poser aux enfants qui bégaient permettaient d'extraire un avis assez fin sur leur attitude de communication. Et effectivement, grâce à l'aide d'une cinquantaine de collègues que je remercie énormément, mais beaucoup d'entre vous se reconnaîtront ici, dans la soixantaine de participantes, grâce à l'aide d'énormément de collègues, j'ai réuni pas loin de 200 patients entre 3 et 7 ans, à qui j'ai fait passer donc le KIDICAT, le test d'attitude de communication, et aussi des épreuves de l'ELO pour évaluer le côté expressif, donc phonologique, lexical et syntaxique. J'ai trouvé des points assez intéressants, et en tout cas qui sont très intéressants pour l'avenir. C'est que déjà, en France,
comme ailleurs, on retrouve des enfants qui bégayent, qui ont une attitude de communication dégradée par rapport aux enfants qui ne bégayent pas et qui n'ont pas de trouble du langage. Ça, au moins, c'était une première chose. Mais j'ai aussi trouvé que les enfants qui avaient un trouble du langage avaient une attitude, eux aussi, dégradée par rapport à leur père en normodéveloppement. Et quand je comparais la population d'enfants qui avaient un bégaiement, mais sans trouble du langage associé, et les enfants sans bégaiement, mais avec un trouble du langage, et là, je ne trouvais pas de différence significative. Ces deux groupes, bégaiement pur et TDL pur, on va dire, semblaient avoir les mêmes attitudes de communication, la même souffrance liée à leurs paroles. Et je me suis aussi intéressé au sein des groupes. Est-ce que chez les enfants qui bégaient, ceux qui ont un trouble du langage associé ont une attitude de communication, elle aussi dégradée, comparée à leurs pères qui n'ont pas de trouble du langage associé? Et oui, ça, on l'a retrouvé chez les enfants qui bégaient et chez les enfants fluents. La compétence de langage oral semble être significativement associée à l'attitude de communication. Pourquoi est-ce que c'est en quoi ça peut être intéressant en clinique? C'est que le KIDI-4, ça fait partie des recommandations internationales, des outils que vous devriez utiliser pour faire l'évaluation de la personne qui bégaye en accord avec le consensus international. Sauf qu'un test, il faut l'interpréter. Et si vous avez un enfant avec un bégaiement, donc un enfant entre 2 et 7 ans avec un bégaiement manifestement sans trouble du langage associé, et que vous faites un KIDI-4, vous avez très probablement un bégaiement, on va dire pur, avec une attitude de communication qui correspond. Si l'enfant présente un trouble du langage associé, trouble phonologique ou trouble syntaxique, non seulement ça peut jouer sur ces disfluences, augmenter le nombre de disfluences normales et augmenter la proportion de disfluences atypiques, alors même que l'enfant n'est pas un enfant avec un bégaiement développemental, mais ça peut aussi jouer sur son attitude de communication. Donc on ne peut même pas se baser sur le bas de l'iceberg pour différencier des enfants qui bégayent des enfants qui ont un trouble qui les fait bégayer, parce que même ça, c'est pas clair. Même les enfants qui ne bégayent pas semblent avoir un iceberg. Et ça, c'est super intéressant. Et ça, j'ai vraiment envie de vous en parler pendant super longtemps, mais je ne vais pas avoir le temps. Parce qu'il va falloir que je passe à la diapo suivante. Voilà. Et passer mon moment phare, mon highlight, mon préféré dans la conférence, ça a été le samedi matin, la conférence plénière de J. Scott Yarus, qui est un monsieur que j'admire en tout point. Voilà. Enfin, ça fait partie, si vous lisez les recommandations internationales, toute la liste des personnes qui l'ont fait sont des gens admirables. Donc voilà, il en fait partie comme bien d'autres. Scott Yarus, donc on en a déjà parlé là dans la soirée, c'est un chercheur très prolifique, un chercheur émérite sur le bégaiement, et qui a une approche très positive, en tout cas très socialement intégrative du bégaiement. Comment est-ce que le bégaiement le bégaiement au-delà de la pathologie, mais dans le handicap. Voilà. Comment est-ce qu'on considère et on circonscrit le handicap lié au bégaiement? Et sa communication, c'était repenser la fluence. Repenser le terme même de fluence, de disfluence. Repenser le rapport entre le terme de la fluence, ce que ça représente, la fluence comme une performance, pour s'en servir comme définition du bégaiement comme étant l'état où on n'est pas fluent. Alors même que les personnes qui bégayent sont dans la majorité de leur temps fluentes. Donc, uniquement se baser sur la disfluence n'est pas suffisant. Repenser le terme de la fluence et des disfluences est nécessaire pour faire émerger le fait que les personnes qui bégayent ne sont pas que des personnes qui bégayent. Elles sont aussi fluentes une partie du temps. D'autant plus que les difficultés de fluence, là aussi, de plus en plus de recherches, de plus en plus d'études tentent à nous montrer que ce n'est pas la spécificité du bégaiement neurodéveloppemental, que ce qu'on appelle bégaiement est en fait un état partagé par énormément de tableaux cliniques différents. Typiquement, moi, ma recherche s'intéresse au lien entre TDL et bégaiement, et on sait qu'un enfant avec un TDL
qui progresse rapidement dans ses compétences risque fort d'avoir des épisodes de disfluence parce que son niveau de demande va excéder son niveau de capacité. On retrouve le modèle de Starkweather de demande des capacités. Donc, des enfants TDL peuvent présenter des manifestations extérieures, des parties hautes de l'iceberg qui ressemblent à du bégaiement. Ils peuvent aussi présenter un bas de l'iceberg qui serait équivalent aux personnes qui bégaient. Mais ça peut se retrouver aussi chez les personnes TSA, où on va retrouver aussi des spécificités dans leur disfluence, pas forcément des écodysphémies, mais aussi des disfluences de type comportement labyrinthique, qu'on va retrouver dans du bredouillement et dans des TSA, avec les TDA aussi. Enfin voilà, on retrouve du lien entre énormément de recherches cliniques actuellement sur l'affluence en tant que compétence transversale, mais aussi sur les conséquences des difficultés de communication sur la construction du bas de l'iceberg. Yarus prêche pour, et je suis relativement d'accord avec lui là-dessus, sur sortir d'une optique pathologisante du bégaiement, sortir de la qualification de la pathologie et progressivement arriver sur un regard neuroatypique. En quoi est-ce que le bégaiement représenterait une spécificité du développement du cerveau, mais qui ne serait pas une pathologie en soi. Ce ne serait pas forcément quelque chose à corriger, dans le sens où la personne qui bégait, déjà a un bégaiement qui est extrêmement variable en fonction des paramètres extérieurs, donc ce n'est pas quelque chose d'organique, même s'il y a des spécificités neurocognitives et génétiques, n'empêche qu'elles ne sont pas particulières. On retrouve une trentaine de gènes impliqués dans le bégaiement, plus ou moins activés. Il n'y a pas de choses uniques qui justifient le bégaiement. Et par contre, les bégaiements sont partagés par énormément de tableaux cliniques différents. Ressortir de la pathologie pour arriver dans la neuroatypie, ça permettrait de sortir du champ du bégaiement qui est à éliminer comme quelque chose comme quelque chose source de souffrance et rentrer dans l'acceptation du fait que notre fonctionnement n'est pas forcément le même que celui des autres et que ce sont les conséquences de ce fonctionnement atypique qui peuvent être délétères, mais ce n'est pas forcément le fonctionnement qui est à changer. C'est aussi parfois simplement le regard des autres. Voilà, ça c'était, je vous résume très rapidement le propos d'Irus, mais il en parle longuement, il en parle bien mieux que moi et il a vraiment une approche extrêmement intéressante. Et j'espère que vous aurez l'occasion de l'écouter lors de prochaines conférences. Voilà, j'ai réussi à boucler en un quart d'heure, je suis fier de moi. Bravo, tu veux plus d'autres diapos? Okay. Non, moi après j'ai terminé. Ok, d'accord. Alors, on va arrêter le partage. Ok, je vais admettre. Alors, que tu es déconnecté, mais... Véronique, juste, effectivement, au niveau du PowerPoint, il y avait un petit point, mais c'est pas grave. On avait, après ces longues communications, on avait quand même prévu de mettre quelques petites brèves, qui sont donc celles que les... Tu peux remonter dans le PowerPoint, peut-être? Oui, bien sûr, bien sûr. Attends, je vais désactiver les sons, vous les rallumer, hein. C'est juste qu'il y a des gens qui sont rentrés là. Alors, vous voulez que je retourne au PowerPoint? Ok. Donc là, vous voulez que j'aille où? Isabelle, remets ton son. Ouais, remonte, parce que c'était... je dis encore. Ah, c'est là? Oui, voilà. Donc, en fait, très rapidement, parce que ça n'a pas du tout été travaillé dans le détail, comme Marion, Clément, Sarah, Mifa et Claire, mais quelques petites brèves. Donc, Simone Falk, alors il y a effectivement une diapo qu'a mis Marion concernant la chorale et un projet de l'ABC. Enfin, c'est peut-être toi qui vas en parler, Marion, puisque effectivement, le fait de chanter à plusieurs, visiblement, change les choses. Tu en dis 2-3 mots ou pas, Marion? Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est un projet en collaboration avec l'association Bégaiement Communication de Montréal. Simone Falk, c'est une chercheure au Brahms, donc ils vont faire passer des questionnaires
avant les séances de chorale pour les paramètres de la parole, évaluer les paramètres, mais surtout le bien-être dans la vie quotidienne. Je crois qu'il y a une dizaine de séances qui sont prévues et puis voilà, on verra dans le futur quels seront les résultats, mais en lien avec la conférence qu'elle a donnée sur la musique, le rythme et le bégaiement. Oui, et alors elle a cité quand même Johan Créget, que tout le monde connaît ici, et puis Carly Simon, Gérald, etc. Donc les bénéfices de la musique. Elle a juste parlé un tout petit peu aussi du rythme et des enfants qui bégayaient et qui tapaient effectivement en avance le rythme à chaque fois par rapport aux enfants qui ne bégayaient pas. Comme parler avec le métronome, ils prononçaient aussi toujours à l'avance. Donc il y a des recherches qui sont en train de se faire là-dessus. Qui vont sûrement être intéressantes. Il y avait aussi des posters, mais enfin bon, il y avait tellement de choses qu'on n'a pas pu tout voir, mais il y a pas mal de recherches qui font entre musique et bégaiement en tout cas. Voilà. Et ensuite, oui, alors ça aussi, très très bref, à la question du chant, c'est une question qu'on nous pose fréquemment, élément de réponse. En is-out, parce que ce n'est pas spontané, Chang, la présence du rythme et contours, disait, on n'est pas interrompu comme en parole spontanée. Voilà, c'est vraiment des brèves. Et Véronique, après, celle d'après, oui, alors juste un tout petit mot, parce qu'il y avait quand même plusieurs, le lundi matin à la toute fin, une conférence où la salle était effectivement très très peu remplie, et un petit peu à la mesure, comme disait Claire, de ce qui se passe malheureusement là-bas. Avant peu, même si depuis des projets se font dans celui de Malik, etc., il y a des choses qui commencent à bouger ici. Mais il y a quand même toujours un manque de compréhension et des techniques très inefficaces, toujours le poids de la tradition qui est énorme là-bas, avec tous ces remèdes, pas que des remèdes, disons, si je puis dire, mais des sévices corporels aussi toujours très présents. Et le bégaiement est encore considéré comme une malédiction. Et bien sûr, une sous-dotation. Ils ont donné l'exemple du Rwanda où il n'y avait que 2 orthophonistes pour 110 000 personnes qui bégayent. C'est impressionnant. Un peu de matériel traduit en swahili, qui est la langue la plus répandue là-bas. Et donc, ils nous ont mis leurs adresses et sont évidemment prêts à répondre et à être en communication avec nous ici en France et partout dans le monde, je pense. Voilà, et juste après, Véronique, du coup, voilà, donc la surprise. Certains des intervenants de Montréal participeront au colloque de l'APB le 25 mars 2023. Donc, à vos agendas, il s'agit de Judith Lamonté et de Geneviève Lamoureux, donc les créatrices de Je suis un podcast. Et tu peux mettre la suivante si tu veux bien, Véro. Voilà, et Gareth Welcome, dont ça a parlé Sarah, avec la VR, la réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment formidable qu'ils soient là. Et on se réjouit déjà. Voilà, donc il y a encore une ou 2 diapos ou pas, Véro? Du coup, je ne sais plus. Alors, ça, c'est celle de Clément. Voilà. Un petit peu après, donc c'est pour ça que... Je pense que c'est tout, là. Voilà, là, c'est tout. Donc, voilà, on peut enlever le partage. Je crois qu'on va beaucoup vous remercier. Si vous avez des questions, alors je vais regarder le chat. S'il y a déjà des questions dans le chat. Hop, hop. Il y a surtout ce que vous avez tous mis dans le chat, donc ça c'est super. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez écrire des questions dans le chat? Ça veut dire quoi, les paywalls? Les questions qui tuent. Oui, parce qu'en fait, oui, il y aura en fait, l'article était derrière un paywall dans le sens où il fallait payer pour y accéder. Et voilà, comme je l'avais sur mon ordi, je l'ai mis directement en ligne, comme ça les gens peuvent y accéder. Voilà. D'accord, d'accord. Ok.
Donc, effectivement, merci beaucoup pour votre partage, je crois. Peut-on avoir un lien concernant le lien avec la musique, le rythme et le bégaiement? Il y a quelque chose, Clément, là-dessus? Alors, Il n'y a musique pas et un rythme, bégaiement. effectivement. Oui. Non, musique et bégaiement, moi, j'ai rien. Mais c'était qui présentait C'est Isabelle qui a parlé de musique et de la chorale. Ah, bah, C'est Marion qui a parlé de la chorale. Et Isabelle, non? C'est quoi la question? J'ai pas. le rapport entre bégaiement et musique. Parce que moi, du coup, j'ai pas beaucoup de ressources là-dessus. Un lien pour les articles, ah ouais, moi non. C'est le travail de Simone Falk, Falk, mais là, comme ça, j'ai pas de lien. Il faudrait aller. Je pense que dans le dernier podcast de Je suis un podcast qui porte sur la chorale qui bégaye, ou l'avant-dernier, il y a des liens sur son travail. Sarah, tu as une question pour la réalité virtuelle? Oui, laquelle? En fait, est-ce que tu utilises déjà dans tes rééducations? Ah oui, oui, depuis 1 an. En fait, alors moi j'ai une formation en thérapie cognitive et comportementale et dans les congrès de TCC, ça fait longtemps que sont apparus les logiciels de VR pour exposer les patients à l'objet de leur phobie ou pour les patients qui ont des TOC, des addictions. Et depuis longtemps, il y a notamment cette marque qui s'appelle C2Care qui fait des logiciels qui sont destinés au départ aux psys. Et ça faisait longtemps que ça me tentait beaucoup pour nos patients qui bégaient. Et donc, depuis 1 an, effectivement, j'ai la chance de tester un logiciel. Enfin, c'est donc C2Care. Et je n'utilise que la partie pour exposer les personnes à la prise de parole en public. Donc, je n'utilise pas du tout la partie TOC et addiction, quoique, bon. Et voilà. Et là, c'est tout récent, je viens d'installer WithVR, donc le logiciel de Gareth, donc je pourrais vous en parler peut-être mieux plus tard. Et voilà, et j'utilise avec les ados et les adultes pour l'instant. Bien, merci Sarah. Clément, je crois que tu as une question sur le KidiCat. Est-ce que c'est payant le KidiCat? Alors oui, le KidiCat est effectivement un test qui est payant puisque c'est un test qui est copyrighté et l'autrice du test est un tout petit peu pointilleux sur ces questions-là. Donc, du coup, on passe les questions de propriété intellectuelle, mais normalement, le test a été traduit et étalonné en français. Maintenant, il faut juste qu'il soit publié. Ça devrait arriver courant 2023. Voilà. Accessoirement, pour le moment, si jamais vous avez une preuve d'achat, vous pouvez me fournir une preuve d'achat du KidiCat. Je vous fournis la traduction française et les normes françaises. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre. D'accord. Sarah, tu as aussi une question un peu du même genre. Est-ce que ça coûte cher, en gros? Bah là, moi, je teste, je suis une testeuse, donc je ne paye pas. Hein, mais effectivement, bon, ça va plutôt chercher. Alors, ça descend hein, les prix. Il y a 10 ans, c'est pour ça que je n'avais pas tenté. Hein, c'est que c'était vraiment inaccessible, surtout pour nous, orthophonistes. Mais bon, voilà, c'est en train de baisser. Je crois que C2Care, c'est quand même 100 € par mois pour l'instant. Mais je pense que vraiment, ça va se démocratiser. Aujourd'hui, n'importe qui peut acheter un casque de réalité virtuelle, un Oculus. Et je pense que vraiment, ça va se développer, quoi. Bon, tu peux mettre ton nom, tu peux répondre dans le chat, Clément, ton nom et ton mail. Je pense que ce sera plus simple. Non, il y a Camille qui posait plusieurs questions. Non, Camille, le replay, ben oui, je pense qu'il y aura un replay. Je ne sais pas, Véronique, tu peux nous dire? Oui, il y aura un replay. Voilà. Et effectivement, tu parles de Simone Falk. Et en effet, j'ai omis de dire qu'elle t'avait cité au colloque de Montréal en disant qu'il y avait une recherche. Elle a cité Camille Dunal d'Aix-en-Provence. Et je l'avais noté, tu vois, mais là, dans toute la précipitation,
Vraiment désolée Camille, franchement. Et alors l'autre chose, je ne me souvenais plus que ça venait de toi, la commande groupée des livres bégayer, c'est cool. Parce qu'effectivement, quand j'ai repris ça après Montréal, je me souvenais qu'il y avait eu un mail il y a quelques mois et que c'était resté un petit peu en plan. Mais il est possible qu'au colloque, à notre colloque en mars, on puisse effectivement, c'est en train de se discuter, là il y a un mail qui a été envoyé à Geneviève, mais on a quand même fait tout un petit peu dans la précipitation, là on n'a pas toutes les réponses qu'on veut, mais il est très probable qu'on puisse se procurer le livre, alors il sera en vente, je pense, à un prix raisonnable, déjà il n'y aura pas les frais de port, enfin, voilà. Donc on va essayer de discuter ça pour qu'il y en ait au colloque. Alors, juste pour terminer, si j'ai 2-3 informations. Déjà, Clément a traduit, Clément et Florian, qui doit être quelque part, ont traduit le livre du PCI. Je ne sais pas si tu l'as vu en modèle, Sarah. Alors voilà, il a été traduit de l'anglais. Donc, c'est un sacré boulot. Donc, merci à vous deux pour cette traduction. Il est là, il est là. Voilà, Il est beau, hein. Il est beau. Il est très, très beau. Voilà, il est très, très beau. Mais c'est bizarre que ce n'est pas pris la même couverture que l'autre. Mais bon, il est très beau. Ouais, vous n'êtes pour rien, j'imagine. Il est différent, mais il est bien quand même. Ah, d'accord. Félicitations, bravo. Je voulais dire qu'en ce moment, il y a le congrès de Marc-Antoine Susanna Jelzvik, qui normalement a lieu en Croatie et qui en ce moment a lieu en visio le mercredi de midi à 2h. Et franchement, c'est très intéressant les débats parce que c'est des discussions entre cliniciens sur les questions actuelles. C'est vraiment intéressant. Donc, si vous pouvez, je sais que le mercredi, c'est midi et 2 en France, mais il est 10h du soir en Australie et 7h du matin au Canada. Mais voilà, si ça vous intéresse. Peut-être, je ne sais pas si tu as envie aussi de rajouter, Marianne, quelque chose sur le... Je ne t'avais pas demandé avant, alors c'est peut-être un peu... Mais si tu as envie de dire 2 mots sur le congrès auquel tu as assisté, je ne sais pas. J'écrirai un article dans la newsletter. D'accord. Non, mais en 2 mots, du coup, le thème, c'est aussi effectivement l'acceptation et tous les slogans. On avait des bracelets bégayer, c'est ma façon de parler, c'est juste ma façon de parler. Voilà, avec beaucoup, tous les thèmes étaient centrés principalement là-dessus. Voilà, en 2 mots, ça fait ça. Et après, je vous écris en 200 mots. D'accord, c'est le congrès des personnes qui bégayent. Hein, voilà. Du coup, c'était des ateliers avec des personnes qui bégayent. Donc, il y avait beaucoup d'ateliers interactifs, notamment un que j'ai beaucoup aimé de qu'est-ce qui ne vous a pas plu en orthophonie, qu'est-ce qui vous a plu en orthophonie et aujourd'hui, qu'est-ce que vous demanderiez si c'était à refaire. Voilà, donc vraiment très interactif pour intégrer. Donc, c'était un partage du coup très intéressant. Voilà. Et j'étais minoritaire, donc quand on me disait « est-ce que toi tu bégayes ?» La blague de tout le congrès, mais je trouvais ça très drôle, quand on me disait « toi tu bégayes ?» parce qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser, et ben moi je disais non, et on me répondait « et ça va? Comment tu le vis ?» Voilà, donc un bon esprit. Ouais. Je crois que c'est le début de questions. Je crois qu'on va remercier tout le monde. C'est franchement très chouette de pouvoir faire ce retour. Alors, merci encore. Et puis, passez une bonne fin de soirée à tous. Je pense que j'ai rien oublié. Si quelqu'un voit que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais juste rajouter un truc, Véronique. Moi, je rentre un peu plus dans les détails sur le retour du congrès, dans des capsules qui sont sur le site #bégaiement, bégaiement.app. Pour les orthos qui l'ont, vous aurez des capsules audio qui porteront sur le congrès de Montréal aussi. Voilà, qui seront un peu plus détaillées. Pas détaillées que ce que j'ai dit moi, hein. Pas l'ensemble. D'accord. Voilà. Et on vous enverra le lien pour le replay. On enverra le lien pour le replay. D'accord? Écoutez, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.